Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Je souhaite aujourd'hui vous parler d'un sujet de réflexion important, le dépérissement libéral de l'État. Valeurs de gauche. J'ai fondamentalement des valeurs de gauche, et même d'extrême gauche. Je suis communiste et républicain. J'ai un idéal de démocratie et de progrès de la science, de l'égalité en droit, d'égalité en droit et de laïcité. Je souhaite la fin de la misère et de la pauvreté, c'est-à-dire l'accès pour chacun au logement, à la nourriture, à la santé et à l'instruction, ce qui logiquement nécessite la fin du système capitaliste. Je souhaite une société plus humaine, une société globalement plus juste et moins violente. Raison pour laquelle je suis contre la peine de mort, que j'estime potentiellement arbitraire et donc indigne d'une société civilisée. Pour la sauvegarde et le fonctionnement de l'ensemble de ces progrès sociaux passés, présents et à venir, l'État est et sera toujours en soi absolument indispensable. Plus encore, aujourd'hui, puisque l'on ne peut pas parler d'État sans parler de nation, l'enjeu fondamental pour permettre une véritable action politique en termes de justice sociale est de retrouver la souveraineté de la nation. Ce que certains à gauche, par bêtise, ignorance, lâcheté ou malhonnêteté, accusent parfois d'être d'extrême droite, rouge-brun ou confusionniste, par crainte plus ou moins fantasmée pour certains vis-à-vis du nationalisme, et d'autres d'un stalinisme qui n'est qu'un fantôme du passé. La réalité est pour faire très simple, qu'une bonne partie de la gauche a soit collaboré avec l'européisme et l'atlantisme le plus infâme et donc est devenue ouvertement néolibérale, soit a trop peur soit de l'État et de l'idée de nation, soit a trop peur de l'État et de l'idée de nation pour envisager tout réel changement politique allant dans le sens d'une véritable justice sociale. Je suis déçu par l'état de la gauche actuelle que j'estime corrompu plus ou moins malgré elle par une forme de néolibéralisme culturel. Critique de la gauche. Je suis critique à gauche autant des anarchistes que des sociodémocrates, des marxistes orthodoxes, des postmodernes ou de certains de ceux qui se réclament comme progressistes. Je reproche à l'anarchisme tant son fédéralisme qui n'amène qu'à une puzzleisation du droit et à un refus dans la pratique de l'isonomie au sein de la nation. Que son sans-frontiérisme qui en fait l'idiot utile du capitalisme libéral. Que son antitatisme qui se traduit par un refus de toute véritable politique sociale, le refus de l'État impliquant le refus de l'intervention de l'État, donc du socialisme. Mais aussi ses tendances à l'anomie, au tribalisme et à un individualisme libéral consubstantiel à son refus de toute forme d'autorité, et donc par là d'une organisation stable et de règles clairement établies. Quant à la social-démocratie, je me dois de lui faire des reproches à plusieurs niveaux, suivant qu'elle soit libérale ou souverainiste. Déjà, en soi, la social-démocratie est insuffisante, qu'il s'agisse des souverainistes gaullistes sociaux ou de la gauche radicale antilibérale, car si ces gens-là ont le mérite de s'opposer au libre-échange, ils ne sont pas anticapitalistes pour autant, et donc laissent tôt ou tard, plus ou moins malgré eux, se produire les pires dérives du libre-échange qu'ils ont précédemment si justement dénoncés et combattus. Ils laissent ce libéralisme économique se reproduire tôt ou tard de par leur refus de s'attaquer à la racine du mal qu'est le capitalisme, et non le simple libéralisme économique. Pire encore que cela, comparé à la simple social-démocratie, est l'eurocommunisme, qui n'est qu'au fond qu'un atlantisme repeint en rouge. Et à sa droite, ce que l'on devrait appeler la social-démocratie néolibérale, et qui sont en réalité, au-delà de leur vaine apparence de radicalité ou de modération, les deux mêmes variantes du social-libéralisme, de par leur euro-collaborationnisme.
En face de l'anarchisme puéril et de la corruption social-démocrate, nous avons le marxisme orthodoxe. De véritables zombies politiques, incapables de renouveler leurs pensées et leurs réflexions. Nous y avons autant d'insupportables conseillistes que des stalinolâtres, des trotskolatres et des maolâtres. Parmi eux, beaucoup ont tendance au dogmatisme, voire carrément au gauchisme, concernant la thèse du dépérissement de l'État. Au finalisme historique, et même pour certains selon les cas, il est question d'un soutien mordicus à la mise en place d'un système à parti unique. Se demande-t-il quelle est la viabilité politique de ce refus de faire évoluer la pensée marxiste et de ne pas hésiter à critiquer Marx. Marx qu'ils idolâtrent et fétichisent plutôt qu'ils ne les inspirent. Ils ont fini par faire du marxisme une religion avec divers schismes, dogmes et panthéons de figures héroïques. Il y a aussi le post-marxisme. Il y a aussi le post-marxisme, qui n'est rien d'autre que la prétention de certains postmodernes au renouvellement de la pensée marxiste. Pour autant, ces gens-là n'ont amené aucune refondation théorique sérieuse du marxisme. Au lieu de cela, ils s'éloignent justement la plupart du temps des enjeux de classe. La plupart du temps des enjeux de classe pour des questions sociétales souvent secondaires pour les travailleurs. Ils s'éloignent la plupart du temps des enjeux de classe pour des questions sociétales souvent secondaires pour les travailleurs. Ils vont jusqu'à défendre des analyses complètement bizarroïdes et idéalistes qui n'ont juste rien à voir avec le marxisme et avec les enjeux fondamentaux de la classe ouvrière. Le tout en prétendant avoir un prisme marxiste ou matérialiste sur telle ou telle question de société. Les post-marxistes ne sont pas seulement des pseudo-marxistes, mais des anti-marxistes, se déguisant vainement en marxistes. Ensuite, il s'agit de faire l'état de ce qui aujourd'hui se fait appeler progressisme à gauche, et qui, au contraire du progressisme de la gauche historique, se traduit par l'abandon de la laïcité, de l'universalisme républicain, ainsi que de la pensée matérialiste, scientifique et rationnelle. À ce progressisme, qu'il convient plutôt de définir comme un libéralisme culturel, se joint la défense de causes diverses et variées. Certaines causes créant juste de nouveaux marchés pour les capitalistes, d'autres causes étant justement complètement dingues et pouvant selon les circonstances soit nuire à la santé des personnes concernées, soit être d'un identitarisme complètement abject et ainsi n'avoir au fond de progressistes que le nom. Et enfin, certaines causes ne sont pas en soi mauvaises quant à l'intention, mais critiquables dans la manière dont elles sont défendues. Dépérissement libéral de l'État et autocritique du marxisme. Nous sommes ainsi passés à gauche aisément du marxisme au libéralisme, et donc même quelque part au minarchisme sans nous en rendre compte. La faute conjointe à une social-démocratie néolibérale euro-atlantiste, à un gauchisme oscillant entre l'anarcho-trotskisme et la décadence postmoderne, mais aussi quelque part à une approche dogmatique du marxisme, parfois plus ou moins stalinolâtre. Nous sommes passés ainsi de Karl Marx et de Friedrich Hegel. Nous sommes ainsi passés de Karl Marx et de Friedrich Hegel à Robert Nozick et Francis Fukuyama. Les libéraux ont proclamé un sens à l'histoire avec la fin de la guerre froide, le sens du libéralisme, de la mondialisation et de la fin des grandes idéologies, c'est-à-dire les idéologies du XXe siècle, mettant dans le même sac nazisme, fascisme et communisme. Ils l'ont proclamé de la même façon que les communistes ont donné à l'histoire le sens de la fin
de la fin du capitalisme, des inégalités, de l'exploitation et de la société de classe, de la fin du capitalisme, de l'exploitation et de la société de classe. Sens de l'histoire qui s'est avéré malheureusement utopique, ou plutôt dystopique, avec la victoire de la mondialisation et du néolibéralisme. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'il faut, dans une approche matérialiste et historiciste, parce que dans une approche matérialiste et historiciste, il faut toujours saisir le contexte historique et les structures sociales de l'époque des auteurs évoqués. Pourquoi dis-je cela? Parce que dans une approche matérialiste et historiciste, il faut toujours saisir le contexte historique et les structures sociales de l'époque des auteurs évoqués. Or, Karl Marx est un Prussien du XIXe siècle. Quand il parle d'État, il exprime sa conception de l'État en reprenant la formule du technocrate français Saint-Simon, lorsqu'il parle du passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Autrement dit, dans l'analyse marxiste de l'État, lorsque nous parlons d'État, il est à la fois question d'État et d'appareil d'État, c'est-à-dire de l'État et de ses fonctions sociales d'un côté, et de l'autre de l'État comme appareil de violence de classe. État au sens d'appareil d'État qui forcément disparaît puisqu'il n'y a plus de classe sociale dans la société communiste. Il faut comprendre que comparativement au XXIe siècle, au XIXe siècle, l'État se traduit davantage par ses fonctions régaliennes, police, justice, armée, que par ses fonctions sociales, services publics, éducation, santé, sécurité sociale, etc. Le marxisme, voyant dans l'État l'appareil d'État, il voit l'outil de dictature d'une classe sur une autre. Il y a eu indistinction ou confusion entre État et appareil d'État. Et ce, puisqu'au final, le marxisme propose de se passer à long terme du gouvernement des hommes, c'est-à-dire de l'appareil d'État, pour au final tout de même sauvegarder l'administration des choses. Donc l'État, ou du moins les fonctions de l'État. Le minarchisme, c'est donc l'exact inverse du marxisme, quant au rapport à l'État. Le minarchisme, c'est donc l'exact inverse du marxisme quant au rapport à l'État. En effet, les minarchistes se proposent de garder de l'État seulement les fonctions régaliennes, les fonctions de police, justice et armée, mais de se débarrasser de toutes les fonctions de l'État allant des fonctions de service public comme la santé et l'éducation, aux routes et aux diverses infrastructures publiques. Les minarchistes sont des libertariens, soit des libéraux radicaux. Autrement dit, ils basent l'essentiel de leur valeur politique sur l'anti-étatisme et l'idée de marché libre. Mais bien qu'ils n'aiment pas l'État, du moins économiquement, ils sont conscients de l'aspect irréaliste de l'anarchisme et de la nécessité de l'État pour conserver l'ordre public et la stabilité du régime de propriété privée, contrairement à leurs cousins anarcho-capitalistes. Cet irréalisme de l'anarchisme, quant à l'ordre public et à la protection de la propriété, est aussi valable pour le socialisme ou le communisme, qui ne sont pas l'absence de loi ou d'institutions publiques, ni même la fin d'une propriété personnelle par ailleurs distincte de la propriété privée lucrative, et qui se doit également de préserver la propriété sous forme collective, puisqu'il s'agisse de qui se doivent également de préserver la propriété sous forme collective, qu'il s'agisse de la propriété publique ou coopérative. Pour autant, c'est le marxisme qui, par son flou sur la question de l'État, a ouvert malgré lui une brèche très utile au néolibéralisme et donc paradoxalement à son plus grand antagoniste. Pour autant, c'est le marxisme qui, par son flou sur la question de l'État, a ouvert malgré lui une brèche très utile au néolibéralisme et donc paradoxalement à son plus grand antagoniste. Le marxisme-léninisme a été un formidable outil de lutte des classes dans l'histoire du XXe siècle.
Pour autant, il a su engendrer le parti unique, non à cause du simple stalinisme ou du parti d'avant-garde comme le croient à tort certains gauchistes puérils ou certains sociaux-démocrates véreux, mais à cause d'une inconséquence de la doctrine marxiste elle-même, devenue religion et donnant un sens à l'histoire, ce qui est au fond idéaliste. L'histoire ne se meut point par elle-même dans un sens général. L'histoire ne se meut point par elle-même dans un sens général, mais par les diverses variables influençant l'homme et parfois influencées par lui dans des contextes spatiaux, historiques et sociaux complexes. C'est ce finalisme historique d'inspiration hegelienne, donc idéaliste, qui a justifié au sein du marxisme à la fois l'autoritarisme soviétique le plus dur, sous couvert d'agir en prophète d'une mission historique d'émancipation de l'humanité, et les dérives gauchistes les plus anarchisantes au nom du fatalisme qu'implique l'inéluctabilité historique du socialisme-communisme. C'est-à-dire à la fois la justification par le sens de l'histoire, c'est-à-dire la justification par le sens historique, c'est-à-dire la justification par le sens de l'histoire de deux grotesques absurdités, le parti unique et le dépérissement de l'État. C'est-à-dire la justification par le sens de l'histoire de deux grotesques absurdités, le parti unique et le dépérissement de l'État. Le camp ouvrier en paie aujourd'hui pleinement les pots cassés avec la déliquescence conjointe du marxisme et de la social-démocratie. La déliquescence du communisme a affaibli tout le sens du socialisme en termes d'idéal politique. Et ce, des socialistes les plus radicaux aux plus modérés, des communistes aux sociodémocrates. C'est l'absence d'alternative au modèle capitaliste à l'américaine avec la chute de l'URSS qui a mené l'émergence de la gauche Terra Nova, celle qui préconise d'abandonner les ouvriers pour un électorat progressiste, entre guillemets, progressiste, axé sur la défense des minorités diverses et variées, l'écologie, les femmes, les marginaux, les immigrés, etc. Cette gauche-là qui cherche clientèle à abandonner le social pour le sociétal. Abandonnons au fond tout idéal de souveraineté populaire Cette gauche estime les classes populaires pas assez progressistes. Cette gauche-là, essentiellement composée de bourgeois et de petits bourgeois, s'entoure néanmoins d'une clientèle issue du lumpenprolétariat. Elle a besoin de chiens de garde si on lui rappelait qu'historiquement, être de gauche, c'est défendre la nation, la République et la classe ouvrière, et pas de simples mesures cosmétiques progressistes. Pas de simples mesures cosmétiques entre guillemets progressistes. Aujourd'hui, nous n'avons plus une gauche combative réellement axée sur la lutte des classes. Dans le même temps, nous avons des États-nations pris dans le jeu de la mondialisation néolibérale, qui, du moins pour une majorité de pays issus du bloc occidental, le bloc UE autant en Europe et ALENA autant en Amérique du Nord, de pays issus du bloc occidental, le bloc UE autant en Europe et ALENA autant en Amérique du Nord, de pays issus du bloc occidental, qui ont perdu leur souveraineté monétaire, frontalière, budgétaire et géopolitique. Pays qui se sont dans le même temps largement désindustrialisés tout en entrant dans un capitalisme de service. C'est dans ce contexte de fin de l'histoire libérale que le politique perd son sens, encouragé par des institutions supranationales et des logiques de bloc paradoxalement issues de la guerre froide, que les États ne sont plus tant des acteurs que des coquilles vides
au service de multinationales plus puissantes qu'eux. Que les États ne sont plus tant des acteurs que des coquilles vides au service de multinationales plus puissantes qu'eux, dont entre autres les GAFAM font évidemment partie. L'État se trouve ainsi recroquevillé, il n'est pas appoli, il dépérit, face au pouvoir des grandes firmes capitalistes. L'État se trouve ainsi recroquevillé, il n'est pas aboli, il dépérit face au pouvoir des grandes firmes capitalistes. Solution, Braudel et Jaurès. La solution ne passe évidemment pas par un néo-stalinisme qui ne ferait à raison qu'effrayer les masses populaires et pouvant dériver éventuellement sur ce que certains appelleraient une forme de rouge-brunisme ou de nasbolisme. Quand il ne s'agit pas, au contraire, d'un énième mouvement gauchiste dogmatique ou postmoderne dont les dérives anarchisantes se fondent au mieux dans le moule du capitalisme libéral. Quand il ne s'agit pas, au contraire, d'un énième mouvement gauchiste dogmatique ou postmoderne dont les dérives anarchisantes se fondent au mieux dans le moule du capitalisme libéral. Non. Il s'agit de simplement reprendre ce qui est le plus essentiel et le plus utile pour le mouvement ouvrier, une vision marxiste de l'économie, une conception jaurésienne de l'État et l'organisation de la classe ouvrière en un parti de type léniniste. Dans cette optique, il s'agit d'éviter les écueils du postmodernisme, du rouge-brunisme et du dogmatisme desséchant, dans cette optique où il s'agit de disposer d'une meilleure théorie de l'État et d'une meilleure théorie de l'histoire que celle du marxisme orthodoxe. Dans cette optique où il s'agit d'éviter les écueils du postmodernisme, du rouge-brunisme et du dogmatisme desséchant, il s'agit de disposer d'une meilleure théorie de l'État et d'une meilleure théorie de l'histoire que celle du marxisme orthodoxe. Il faut pour cela à la fois remplacer Friedrich Hegel par Ferdinand Braudel et développer une théorie de l'État via l'idéal de république sociale de Jean Jaurès. Si l'on doit développer, il faut pour cela à la fois remplacer Friedrich Hegel par Ferdinand Braudel et développer une théorie de l'État via l'idéal de république sociale de Jean Jaurès. Il faut pour cela à la fois remplacer Friedrich Hegel par Ferdinand Braudel et développer une théorie de l'État via l'idéal de république sociale de Jean Jaurès. Si l'on doit développer, concernant l'État, reprendre Jean Jaurès pour sa synthèse entre tradition républicaine jacobine et mouvement ouvrier. Concernant l'histoire, reprendre Fernand Braudel pour sa géohistoire, son rapport au temps long et aux civilisations. Le tout agrémenté de l'historicisme d'Antonio Gramsci, qui rejetait le matérialisme vulgaire pour un matérialisme philosophique intégrant le rôle des idées et de la culture, ainsi que les analyses marxistes de Michel Clouscar sur l'évolution des sociétés en termes conjoints de mœurs et d'économie. Concernant l'histoire, reprendre Fernand Braudel pour sa géohistoire, son rapport au temps long et aux civilisations, le tout agrémenté de l'historicisme d'Antonio Gramsci, qui rejetait le matérialisme vulgaire pour un matérialisme philosophique intégrant le rôle des idées et de la culture,
ainsi que les analyses marxistes de Michel Clouscar sur l'évolution des sociétés en termes conjoints de mœurs et d'économie. Sur ces réflexions et analyses, camarades et citoyennes, portez-vous bien. Raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons.